Bonjour à tous. Alors, vous avez presque tout vu avec Dr Zgouli. On va juste ajouter la partie réfraction et une partie de la partie réfraction, puisqu'il a déjà introduit le sujet, et l'examen clinique du patient presbyte. Alors tout d'abord, pourquoi est-ce que c'est très important actuellement de bien corriger nos patients presbytes? Parce que la population est vieillissante et il faut surtout répondre aux exigences actuelles. Donc les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, tous les patients, quel que soit leur âge, sollicitent pendant toute la journée leur vision intermédiaire et leur vision de près. Il faut savoir se coller au patient et savoir vraiment quelle est son exigence avant de prescrire donc la correction de la presbytie et de proposer le moyen thérapeutique. Et la prise en charge, donc, elle comporte deux volets. D'abord, l'information du patient. Il faut bien lui expliquer que c'est un processus qui est lié à la perte de l'accommodation, comme l'a si bien joliment démontré tout à l'heure Dr Zgouli. Il faut leur expliquer les différentes possibilités. Donc, en fonction du patient, il faut toujours personnaliser le choix du traitement de la presbytie. Donc pour des patients, ça sera des lentilles de contact multifocales, pour d'autres qui présentent une cataracte, un implant multifocal, pour d'autres une correction optique progressive. Donc ça va dépendre réellement du patient, de son examen physique, de sa profession, de son environnement. Tout ça, c'est important à déterminer par l'examen clinique et l'interrogatoire. Et il faut réaliser un examen oculaire complet, donc pour dépister des désordres. Donc on va chercher par exemple une anomalie palpébrale ou un syndrome sec pour éventuellement peut contre-indiquer une prescription de lentilles progressives. Il faut bien examiner la cornée si on pense à faire un presbyasique chez le patient. Il faut bien examiner le jeu pupillaire si on va prescrire un implant multifocal dans une chirurgie de cataracte. Tout ça, c'est très important. Donc, comment ça va se manifester à l'interrogatoire? Donc, c'est simple. Je pense que vous avez tous vu des patients presbytes dès le premier jour de consultation. Donc, c'est l'apparition d'une gêne croissante à la lecture de près. Ça, vous savez, il va commencer à éloigner donc, la focale pour pouvoir voir de près, parce qu'il n'arrive plus à bien focaliser de près. Surtout lorsque la lumière ambiante elle est faible. Sinon, pour d'autres patients, c'est des signes de fatigue visuelle, donc des céphalées, des yeux rouges, des picotements, tout ça. Et il est très important de déterminer le statut de la vision de loin, parce que le degré de la gêne va dépendre du statut visuel de loin. Ça, c'est très important. D'ailleurs, un patient myope, il va d'abord mieux vivre sa presbytie, elle va apparaître plus tardivement, et s'il est un myope de -3, de -2, de -1,5, il lui suffira de soulever ses lunettes pour voir de près, bien sûr au dépend d'une pénalisation de la vision de loin, mais c'est en général mieux vécu que la presbytie qui apparaît chez un patient hypermétrope. Pour l'hypermétrope, l'âge d'apparition est plus précoce et les patients sont très gênés parce que c'est des patients qui avaient l'habitude de très bien voir de loin et de près, moyennant un effort, qui tout d'un coup vont altérer leur vision de loin et de près. Donc en général, c'est les patients hypermétropes qui sont les plus gênés et qui nécessitent une correction vraiment à un âge plus précoce que par rapport à un patient myope. Donc qu'en est-il pour la réfraction? Bien sûr, on va commencer par la mesure de la réfraction objective par l'autoréfractomètre, tout simplement, automatique. Ensuite, on passe à la mesure de la réfraction subjective de loin, œil par œil. Donc ça, c'est l'étape importante. On ne va pas directement aller prescrire la correction optique de près. Il faut bien corriger la métropie sphérique. Il a déjà parlé de ça, Dr Zgouli, pour la correction qui doit être adaptée à la métropie du patient. Donc, il faut toujours prescrire la sphère la plus convexe qui donne l'acuité visuelle maximale. Et là, il ne faut pas tomber dans des erreurs. Par exemple, si on est face à un patient myope, on ne va pas proposer une puissance trop concave qui risque d'augmenter l'addition. Donc, il est impératif de vérifier la correction optique de loin par le test rouge-vert. Le test rouge-vert, vous devez l'introduire plus dans votre pratique quotidienne. Je sais que vous n'êtes pas tous en train de l'utiliser, mais vraiment, moi aussi, quand j'étais résidente, je passais à côté.
C'est maintenant que j'ai compris l'importance de ce test rouge-vert. Après avoir fait une prescription, ça vous prendra 2-3 secondes. Mettez le test rouge-vert et vérifiez si le patient, pour un patient myope par exemple, qui fait chez les autres, ça déjà pas mieux. Le dernier chiffre rouge, on a une égalité si vraiment c'est un patient hyper ultra exigeant. Allez, tout simplement la longueur d'onde des lumières. Donc la lumière rouge, la verte, elle focalise la lumière rouge. Donc c'est pour ça que pour l'hypermétrope, il verra mieux en vert, le myope, il verra mieux en rouge. C'est simple, c'est pas compliqué, on verra un schéma tout à l'heure. Donc pour une myopie, il faut éviter une surcorrection. Sinon, je trace une addition qui est de près. Il est impératif de vérifier notre correction optique de loin. Pour l'hypermétrope, il faut bien doser la correction. Parce que si on va sous-doser, on va avoir besoin d'aller augmenter la correction de près. Le patient sera très gêné. Donc vraiment, il faut une correction optimale de loin avant d'aller faire l'addition de près. Puis pour la correction de l'astigmatisme, donc tout à l'heure, vous avez vu que pour l'astigmatisme, on n'est pas obligé de donner tout l'astigmatisme. C'est l'astigmatisme qui permet d'améliorer l'acuité visuelle. Donc ce n'est pas forcément tout l'astigmatisme. L'astigmatisme, il est probable. Parfois, si on va aller donner la correction de l'astigmatisme, le patient ne va pas tolérer ses lunettes, et surtout de près. Donc il faut donner l'astigmatisme qui améliore l'acuité visuelle, point. De moins 1,25, il s'améliore parfaitement bien de moins 0,75, on s'arrête là. On n'est pas obligé d'aller au-dessus de ces 0,75. D'accord. Donc, et bien sûr, après la correction de l'astigmatisme, pour la précision de notre amétropie finale, sphère plus astigmatisme et une vision binoculaire pour vérifier le confort du patient avant d'aller faire la correction subjective de près. Donc, comme les méthodes, je vais juste quelques points, on ne va pas s'attarder sur tous les points, mais sachez qu'il existe plusieurs déterminations de l'addition. Une technique de l'addition pour la correction de près, et ça dépend, je pense, de l'enseignement qu'on a reçu, le stage interne à l'école. On ne va pas améliorer nos techniques, moi je suis intérieurement. Et là, je vais vous montrer les techniques, mais essayez de changer vos habitudes, c'est comme ça qu'on arrive à avancer. Donc il y a plusieurs méthodes, il y a la méthode statistique, il y a la méthode empirique, la méthode des cylindres croisés de fixe, de Jackson à Manhattan de façon fixe, il y a la méthode du test du chrome rouge-vert, la méthode de la réserve d'accommodation, on va voir. Le but de toutes ces méthodes, c'est la compensation optique de la presbytie. On va commencer par la plus simple, qui est la méthode statistique. On va donner la prescription en fonction du tableau de la correspondance âge-addition. Donc c'est une technique très approximative. Si on va utiliser ces techniques seulement, vraiment ça manque de précision, ça ne va pas être adapté à tous les patients. Tous les patients ont la même réserve accommodative finalement. Des patients vont tolérer une addition donc tout ça, il faut le prendre en considération. Un patient qui commence à être gêné à 46 ans, à 48 ans, le plus 1,5, tu vas surcorriger de près, tu vas le gêner, il vaut mieux aller plus doucement avec ces patients. Donc c'est une méthode approximative, on peut l'utiliser. Je pense qu'en pratique, on commence tous par ça, ensuite on essaie d'ajuster, mais non, essayez de commencer par des valeurs inférieures aux valeurs présentées par ce tableau, surtout pour les premières corrections de prix, il faut aller un peu plus doucement. Donc ce n'est pas un tableau de prescription, donc ce n'est pas la recette magique qu'on va appliquer pour tout le monde, et ce n'est qu'une addition de première intention qu'on va ajuster par la suite par notre test rouge-vert par exemple, qui est toujours très utile même de près. Donc il y a la méthode empirique, c'est-à-dire on va commencer par ajouter successivement des additions par des pas de plus 0,25. Là, le grand risque, c'est la surcorrection. Donc si on va commencer à chaque fois qu'on va ajouter, il va s'améliorer plus, on ajoute, il s'améliore plus. Donc on risque très facilement de tomber dans le piège de la surcorrection de l'addition de près.
Il y a la méthode de cylindre de Jackson, ou méthode de cylindre croisé fixe. Donc, on ne l'utilise pas beaucoup en pratique courante. C'est une technique qui est très pratique parce que on arrive là à avoir une correction optimale sans risque de surcorrection, mais malheureusement, on n'a pas l'habitude et je pense qu'on ne dispose pas tous de cylindres de croisé de Jackson dans nos consultations, alors que c'est très simple. Donc, pour cela, on a besoin de 2 cylindres croisés, donc plus 0,25 avec un axe de moins 0,50, et un test de la croix de Jackson qu'on va positionner à 40 cm donc, de près. Donc au départ, le patient presbyte, on va lui mettre les 2 cylindres à 90 degrés donc pour les 2 yeux, et on va placer le test de lecture à 40 cm. Au départ, il va voir très clair les lignes horizontales. Donc on va ajuster par la suite progressivement par des paliers de 0,25 jusqu'à ce qu'il puisse voir de façon égale les lignes verticales et les lignes horizontales. Donc ce n'est pas très compliqué comme test, mais on ne l'utilise pas beaucoup. Il y a, je pense, des méthodes un peu plus pratiques, telles que le test duochrome rouge-vert qu'il faut utiliser vraiment pour la vérification de toute prescription, que ce soit de loin ou de près. Donc un patient presbyte, vous le comprenez bien, il voit plus net dans le verre. Si on est en 40 cm, c'est tout à fait normal puisqu'il n'a plus ce pouvoir d'accommodation. Donc on va essayer d'ajouter progressivement. Donc lui, c'est sa vision de départ. Bien sûr, pour tous ces tests-là, on les fait chez les patients qui portent leur correction de loin. Dima, la première étape, c'est la correction de loin. Tout ça, c'est l'addition. Ce qu'on est en train de voir, c'est l'addition. Donc sans correction, au départ, à 40 cm, il doit très bien voir dans le verre. On va ajouter par des paliers progressifs, donc par des pas de plus 0,25 de correction, jusqu'à avoir une égalité de vision, donc rouge et vert, et ça correspond à l'addition de la sphère finale de près. Donc le souci, je dirais, avec cette technique, c'est parfois avec l'âge, voilà, avec la formation d'une cataracte, il y a une modification de l'aberration chromatique qui risque de surestimer ou sous-estimer ou de fausser le test, mais on peut l'associer à la méthode statistique. À chaque fois, ça va améliorer notre prescription optique de près, et c'est la technique qui est très rapide et fiable, la plus fiable, on va dire. Et enfin, la méthode de la réserve d'accommodation. Il en a parlé tout à l'heure, c'est plus compliqué parce qu'ici, on est emmené à déterminer l'amplitude maximale d'accommodation, de la présenter en test mobile ou en test fixe, comme il vous l'a expliqué, par la suite faire des calculs pour en déduire la valeur de l'addition. Personnellement, je ne l'ai jamais fait et ce n'est pas pratique à mon sens. Donc pour les autres tests, c'est beaucoup plus pratique et fiable et rapide en consultation. Donc l'essentiel, quelle que soit la méthode qu'on va utiliser, c'est de respecter les règles d'or. Quelles sont les règles d'or? D'abord, on ne corrige la presbytie qu'après avoir bien corrigé et vérifié la correction optique de loin. Et puis, on va faire la correction en binoculaire, au schéma de loin, donc œil par œil. Ensuite, on va préférer une distance de lecture de 40 cm et non pas de 33 cm. C'est la distance la plus adaptée aux exigences de nos patients. Donc, c'est la distance pour tenir un portable, une tablette, un ordinateur. Donc, et ça, c'est important au moment de l'examen. Moi, je travaille à 33 cm et lorsqu'il rentre, il sera gêné. Ensuite, donc, on va, je vous l'ai dit, adapter à la distance de lecture du patient. Peut-être qu'un autre patient va préférer un 50 cm, donc je ne sais pas, mais en moyenne, c'est 40 cm. Et puis, vérifier le confort de la vision à chaque fois en rapprochant le test de lecture. Et une fois qu'on a la correction, on va vérifier le confort. Donc, si on rapproche le test de lecture à 25 cm, normalement, si on est bien corrigé, il va commencer à brouiller. Si on continue à voir très clair à 25 cm, c'est qu'on a surcorrigé notre patient.
Ça aussi, c'est une technique fiable, rapide et très facile à réaliser. Après avoir donc prescrit notre correction optique de la presbytie, on va passer à l'examen ophtalmologique. Donc d'abord la qualité de vision, on va évaluer la qualité de vision. Comme vous le savez, la vision ce n'est pas uniquement une acuité visuelle, c'est l'acuité visuelle, la vision des couleurs, l'adaptation à l'obscurité, la vision de contraste. Donc tout ça c'est très important à déterminer. Parfois pour une même acuité visuelle, on a deux visions différentes et ça on le vit souvent avec les patients par exemple qu'on injecte tout de temps par 3 dixièmes, 3 dixièmes, alors que lui il s'est bien amélioré parce que les autres composantes de la vision, c'est très important à relever par l'interrogatoire du patient. On peut même aller à faire un questionnaire de qualité de vie de nos patients. Ensuite, on passe à l'examen du segment antérieur. Il ne faut pas oublier, on est en train d'examiner une population générale de plus de 45 ans, voire 55, 60 ans. Donc, c'est déjà un globe oculaire qui a entamé son processus de vieillissement. Il faut aller dépister des pathologies comme le glaucome, il faut aller faire un bon examen de la rétine, il faut examiner un syndrome sec, chercher un syndrome sec lié à l'âge, une pathologie palpébrale, tout ça, il ne faut pas oublier, il faut réaliser un examen complet pour deux raisons. D'abord, c'est une population vieillissante, ensuite, pour adapter notre stratégie thérapeutique. Tu ne vas pas avoir le même choix de correction pour un patient de 50 ans qui est pleinement actif, qui travaille, qui m'a 70 ans, c'est pas du tout la même stratégie, d'accord? Donc un examen des paupières et de la conjonctive, donc on va chercher une hyperémie, des papilles, des follicules, des télangiectasies, tout ça, l'examen du lin, surtout si on compte prescrire une correction de la presbytie par lentille de contact, c'est important de chercher l'allergie, des signes de rosacée, un néovaisseau qui, pour les porteurs de lentilles de faisceau prolongées, qui signe une ischémie limbique par défaut de l'oxygénation de la cornée. Donc un examen soigneux du segment antérieur, plan par plan, qui malade. Ensuite, un examen de la surface oculaire et du film lacrymal, qui est également important avant d'aller faire notre prescription, surtout pour les patients candidats pour les lentilles et la chirurgie réfractive par presbylasie. On va chercher un syndrome sec. On va bien examiner notre film lacrymal. Donc, comme vous le savez, on examine par le break-up time test la couche de mucine. On va examiner notre phase aqueuse par le test de Schirmer. Notre phase lipidique par l'examen des paupières. Donc, s'il y a une anomalie des paupières, c'est que ça va altérer la phase lipidique. Et pour ceux qui en disposent, on peut même aller mesurer l'osmolarité lacrymale, mais on n'en dispose pas au service. Ensuite, l'examen du segment antérieur, donc la cornée, surtout pour les patients narja qui sont candidats à la correction par des lentilles multifocales, c'est facile à faire et c'est très confortable pour les patients, ça transforme la vie. Surtout pour les patients, médecins ou ingénieurs qui sont encore en pleine activité, c'est une solution simple et facile. Voilà pour ceux qui veulent la haja permanente, au lieu de porter une lentille, aller sculpter une lentille sur la cornée, donc c'est le presbylasique. Donc là, il faut bien examiner la surface et la cornée, pas chercher une opacité, examiner l'endothélium au fort grossissement, comme pour tout examen ophtalmologique. Le cristallin, donc on doit vérifier la transparence. Si c'est un patient presbyte qui a en plus une cataracte, on va envisager une implantation par un implant multifocal. Donc là, c'est important d'aller examiner le cristallin et de déterminer donc, la densité de la cataracte selon la classification LOX. L'examen de l'angle iridocornéen, surtout chez les grands hypermétropes, où on s'attend à un angle étroit, un risque de glaucome par fermeture de l'angle. L'examen du jeu pupillaire, l'évaluation de la pupille en photopique et en scotopique. Si on compte corriger notre patient, que ce soit par un implant multifocal ou par un implant ou par du presbylasique, il ne faut pas que le patient ait une pupille très large en milieu sombre. Sinon, donc plus on est, la pupille elle est large en milieu sombre, donc le soir et tout, le patient sera trop gêné par les halos. La correction touche
par palier. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc le jeu pupillaire est très important à évaluer avant la correction. La mesure de la PIO, puisque systématiquement, pour tous les patients de plus de 40 ans, on est dans l'obligation d'aller dépister le glaucome, puisque c'est une pathologie silencieuse. Donc ça, il ne faut pas l'oublier, et d'évaluer le nerf optique et au moindre doute, aller faire des explorations, soit structurelles pour évaluer la tête du nerf optique par un OCT de la papille, soit fonctionnelles par l'examen du champ visuel. Ça, on est bien d'accord là-dessus, ça doit être systématique pour tous les patients de plus de 40 ans. Et enfin, l'examen de la macula et de la rétine périphérique. Donc, pour la macula, on est face à des patients, à une population vieillissante, on va dire, pas pour tous les patients presbytes, pour les plus âgés parmi eux. Donc, il faut bien évaluer la macula, chercher une maculopathie liée à l'âge. Et puis, la rétine périphérique, si on va faire du LASIK, il faut examiner la périphérie rétinienne parce que l'anneau de succion qu'on utilise, il risque déjà de créer, pour une rétine fragile, donc il risque déjà d'aggraver des lésions rétiniennes périphériques. Donc il faut bien les examiner avant toute procédure LASIK. Ici, on a une pathologie du fond 2 qui est avancée, une dégénérescence maculaire liée à l'âge, une rétinopathie diabétique, un patient opéré du décollement. C'est des patients qu'on ne va pas corriger par implantation multifocale. Pour ces patients, c'est une correction par des lunettes, tout simplement. Pour les examens complémentaires, ça va être en fonction de nos données de l'examen et en fonction de notre stratégie thérapeutique. On va demander une topographie cornéenne face à un astigmatisme en fonction bien sûr de la régularité, de l'énantiomorphisme, de la symétrie, tout ça vous l'avez vu tout à l'heure, pas de façon systématique, mais lorsqu'on suspecte une pathologie cornéenne chez un patient sujet à une correction multifocale. L'OCT du segment antérieur, donc, qui va nous permettre d'évaluer toutes les couches cornéennes en post-LASIK et sera plus utile pour la surveillance d'un patient traité par presbyLASIK. Pour un bilan pré-implantation FAP, pour des patients chez qui on va installer un implant FAP multifocal, mais ça on ne le fait pas souvent parce qu'il va rapidement entamer son processus de cataracte. La microscopie spéculaire au moindre doute d'une insuffisance endothéliale et bien sûr qui va être utile si on n'a pas d'opacité cornéenne. Si on est face à une opacité cornéenne, la microscopie spéculaire, elle ne peut pas évaluer l'endothélium mortel. Il faut aller faire la microscopie confocale. Et la microscopie confocale pour évaluer donc toutes les couches de la cornée, quel que soit le degré de la transparence de la cornée. Donc une cornée qui n'est pas transparente, c'est l'OCT du segment antérieur et la confocale. Une cornée qui est transparente, c'est la spéculaire pour l'endothélium et la topographie pour le format et tout ça. Donc pour conclure, la presbytie, c'est un processus physiologique qu'on va tous subir, donc c'est inévitable et c'est lié à l'âge. Et ça touche une population en pleine activité, donc à 40-45 ans, on est tous en pleine activité. Ça se situe à peu près à la moitié de la vie, donc vraiment, il faut savoir bien examiner ces patients et bien les informer pour prescrire la stratégie thérapeutique adaptée pour chaque patient en fonction de son âge, de son activité et de son examen physique, pour bien sûr permettre le meilleur confort pour le patient presbyte. Est-ce que vous avez des questions?